Semaine de longues négociations. Ça s'est lit sur votre visage. On dort peu. Il faut avoir de l'endurance, il faut avoir de la résilience. Et c'est quoi les petits secrets? Bon, le petit secret, c'est qu'il faut savoir pourquoi on est là. Il faut avoir la détermination, hein. Si jamais vous êtes venu à la COP pour la négociation, il faut voilà, vous armer de ce qu'il faut, de l'énergie. Il faut vous armer des textes de négociation. Il faut vous armer des objectifs à atteindre. Si vous êtes venu pour des side events, vous assistez à vos side events. Si vous êtes venu pour un engagement politique à haut niveau, vous assistez à l'engagement politique à haut niveau. On vient tous à la COP pour des raisons différentes. L'important, c'est qu'on soit complémentaires et que le pays soit bien représenté. Super. Alors, la COP 27, la COP de l'implémentation, est-ce que réellement on peut penser que Sharm el-Sheikh va atteindre ses objectifs lancés au départ? En tout cas, Sharm el-Sheikh a présenté des perspectives effectivement de collaboration accrue entre les États pour aller vers la mise en œuvre. On se rend compte aussi que l'une des questions qui peut décanter les choses et créer un mouvement, créer de la dynamique, c'est la question du financement. À une journée et demie de la fin de la COP, malheureusement, la question du financement n'a pas forcément avancé aussi positivement qu'on pensait. Il y a par exemple le financement à long terme qui en fait est la question du financement des 100 milliards de dollars. Il faut faire une évaluation pour voir à quel niveau est ce financement. Est-ce qu'il est en train de vraiment servir les pays en développement? Il y a également la question qui porte sur le nouvel objectif collectif quantifié du financement. Ce sera le financement à partir de 2025. Les pays développés veulent que nous nous détachions de ce chiffre de 100 milliards de dollars, qui est un chiffre politique qui n'avait rien à voir avec la réalité, puisque les besoins des pays sont beaucoup plus importants. Par exemple, les CDN des pays africains, pour pouvoir être mis en œuvre, ont besoin de 2800 milliards de dollars d'ici 2030. Donc les 100 milliards par an ne sont pas suffisants. Donc il faut un nouvel objectif collectif quantifié qui doit être adopté et qui doit être mis en place à partir de 2025. Et ensuite la question du financement des pertes et préjudices, qui s'est vraiment révélée la question cruciale au cours de cette COP, puisque c'est la seule question additionnelle qui a été rajoutée à l'ordre du jour. Il y avait plusieurs propositions d'ajout à l'ordre du jour, notamment les besoins et les circonstances particulières du continent africain, le besoin du doublement du financement de l'adaptation, une meilleure représentation au sein des corps constitués de la Convention, la nécessité d'atteindre l'objectif de 1,5. En tout cas, de toutes les 7 propositions d'addition à l'ordre du jour, il n'y a que la question portant sur le financement des pertes et préjudices qui a été intégrée à l'ordre du jour. Alors cette question piétine un peu, et c'est cette question qui va permettre de tourner la clé qui permettra d'avoir des solutions dans d'autres salles de négociation. Et cette question est une question cruciale parce qu'elle appelle un tout petit peu à la redéfinition de certains fondamentaux de la Convention ou de l'accord de Paris. C'est-à-dire que les pays développés se rendent bien compte qu'ils sont obligés aujourd'hui de procéder au financement des pertes et préjudices dans les pays en développement, mais ils essayent de mettre en place des dispositions pour pouvoir ne pas être les seuls à faire ça. On voit par exemple des propositions de langage telles que les pays à fort revenu. Or, ce n'est pas ce que dit la Convention, ce n'est pas ce que dit l'accord de Paris. L'accord de Paris parle des pays développés et des pays en développement. En disant bien sûr que les pays en développement ont un droit au développement, ont une responsabilité commune mais différenciée, mais que les pays développés doivent faire montre de leadership en termes d'action et doivent également donner des financements aux pays en développement. Donc ce nouveau langage de pays à revenus importants, à haut revenu, crée un peu de malaise parce qu'il y a pas mal de pays en développement qui sont perçus comme étant des pays à revenus, pas parce qu'ils sont forcément riches, mais parce qu'ils ont une faible population et donc le revenu par tête d'habitant paraît élevé. Donc c'est le fait de pousser pour l'élargissement de cette base de contributeurs, même en prenant ceux qui n'ont pas de responsabilité historique par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, crée un tout petit peu de tension. Alors justement, vous avez dit les attentes que Sharm el-Sheikh avait
ne sont justement pas atteints. Donc je peux dire, pour me répéter, que les objectifs que Sharm el-Sheikh s'était consignés ne sont pas arrivés à être atteints à 100%. Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? Bon, c'est seulement demain, à la fin, qu'on verra si on a vraiment atteint les objectifs ou pas. À ce stade, les choses sont toujours en négociation, les gens sont toujours dans les salles, les ministres sont en train d'essayer de trouver la convergence dans les différents points de vue. Et on verra à la fin de Sharm el-Sheikh quelles sont les initiatives qui sont lancées, quelles sont les décisions qui ont été prises, surtout celles portant sur le financement, les décisions sur le financement qui auront une incidence sur des décisions comme le programme de travail sur l'atténuation, le programme de travail sur l'objectif global d'adaptation, le plan d'action de Corinne sur l'agriculture, la question des mesures de riposte, la question du bilan global, la question de la recherche et des observations systématiques, la question de la seconde revue périodique. Donc il y a beaucoup de questions qui, comme ça, flottent, sont un peu en suspens, en attendant justement de voir quel mouvement il y aura du côté du financement. Parce que les pays en développement se disent, s'il n'y a pas de financement, comment entreprendre des actions ambitieuses par eux-mêmes alors qu'ils ont tellement de défis de développement. Si le financement est là, ça va rassurer les uns et les autres, ça va rajouter de la confiance et les gens vont faire montre de plus d'ambition en sachant que toute action entreprise au niveau national va être relayée par du financement international. Est-ce que vous êtes sûr que les pays du Nord sont prêts à faire des compensations par rapport à ça? Je crois que certains sont bien avancés. Il y a par exemple certains pays qui ont même commencé à donner des contributions à un futur fonds pour les pertes et préjudices, des pays comme le Danemark. Mais c'est vrai que plusieurs pays rechignent vraiment à avancer et sont un tout petit peu réfractaires à mettre la main à la poche pour véritablement mettre en place des facilités financières pour pouvoir gérer cette question des pertes et préjudices, ainsi que les questions d'adaptation et éventuellement les questions d'atténuation. En tant que négociateur africain, pensez-vous que l'Afrique a réellement joué son rôle dans ces négociations? L'Afrique, en tout cas, s'est engagée avec un front uni. L'Afrique était présente dans toutes les salles de négociation et l'Afrique a vraiment tenu la dragée haute aux autres groupes régionaux, aux pays développés, pour que toute décision qui soit prise ne soit pas prise à ses dépens, ne soit pas prise en la marginalisant. Donc je dois dire que l'Afrique était bien présente, et à la fois au niveau technique et à la fois au niveau des ministres. Au niveau de la RDC, pensez-vous que Pays Solutions, les concepts ont été bien vendus ici à Sharm el-Sheikh? Je pense qu'il y a eu un stand qui a été bien fait, bien constitué. C'est vraiment un beau stand dans lequel nous sommes. Je pense que ce stand également a été bien animé. Il y a eu beaucoup d'activités que la RDC donc, a accueillies ici. Il y a eu beaucoup d'institutions, beaucoup d'organisations, beaucoup de ministères qui sont venus et qui ont utilisé cette belle plateforme qui était offerte. Et la RDC, je pense, a effectivement communiqué sur sa vision, sur comment est-ce qu'elle participe déjà à solutionner le problème du climat avec ses forêts, avec ses miniers stratégiques, avec son potentiel hydroélectrique, et comment est-ce qu'elle peut faire encore mieux si jamais l'accompagnement est là, au niveau du financement climatique, au niveau du transfert de technologie, au niveau du renforcement de capacités. Et donc je pense que la RDC était bien, elle était présente. Maintenant, il faut que tous ces programmes, tous ces projets, toutes ces politiques qui ont été présentées soient effectivement mises en œuvre concrètement au pays. Et je pense que le véritable test sera lorsqu'on sera à la COP28. Il faudra qu'on puisse dire qu'est-ce qu'on a fait pendant l'année qui se sera écoulée. Donc il ne faut pas que ce soit juste au COP que l'on vienne pour faire montre de la meilleure volonté au monde de pouvoir s'inscrire avec plus d'ambition dans l'action climat, mais il faut que ce soit pendant la période entre les COP que le travail soit véritablement fait pour venir justement démontrer à la COP qu'on a fait le travail. Ne pensez-vous pas qu'on est en train de tourner en rond, comme les autres le disent, que les COP sont devenus comme une sorte de folklore où les gens viennent en tenue folklorique pour manifester leur culture, mais en réalité on oublie un peu ce qui nous amène ici. Quel est votre point de vue par rapport à ça? C'est comme je disais, ça dépend de ce que les uns et les autres viennent faire à la COP. Si vous êtes là juste dans la zone verte
pour participer à des événements. Si vous êtes plutôt dans la zone bleue pour participer à la négociation, si vous êtes dans des discussions bilatérales avec des partenaires pour essayer de sécuriser des financements, si vous êtes dans des discussions pour pouvoir renforcer la coopération sud-sud, également avancer sur certaines thématiques. Donc ça dépend. C'est un endroit où on peut trouver des solutions. Mais maintenant, cela dépend de la préparation en amont et du niveau d'engagement pendant que vous êtes ici. Sinon, tous les partenaires qui sont impliqués dans l'action climatique, que ce soit les États, que ce soit le secteur privé, que ce soit les institutions multilatérales, que ce soit les organisations de la société civile, tout le monde est là. Maintenant, il faut profiter de la présence à la COP pour pouvoir en faire quelque chose d'important, quelque chose où on scelle des partenariats, quelque chose où on fait une évaluation objective et où on décide d'aller de l'avant. Donc, c'est en fait à chacun de voir comment la COP sert au mieux ses intérêts. Et certains pays, effectivement, rentreront chez eux bredouille, sans rien, alors que d'autres pays rentreront avec beaucoup d'avancées et beaucoup de solutions. Gardez-vous toujours votre poste du président de l'organe subsidiaire? Non, après 3 ans, donc je remets donc, le flambeau à un successeur qui apparemment a été désigné par les pays développés cette fois-ci, puisque moi je représentais les pays en développement, et donc ce sera un représentant du Royaume des Pays-Bas qui reprend le flambeau, tandis que ma collègue du SBI, la norvégienne, passe son flambeau à un représentant du Pakistan. Donc c'est toujours un pays développé pour l'un des organes, un pays en développement pour l'autre. On a travaillé pendant 3 ans de manière ardue. En général, la présidence du Substar ou du SBI est d'une durée d'1 année, avec possibilité pour que par courtoisie on donne encore 1 année en plus. Nous avons fait 3 ans, c'était exceptionnel, bien entendu, parce que chaque année nous nous sommes retrouvés face à un nouveau défi. En 2020, dès qu'on a commencé, il y avait la pandémie de Covid, on a pu surmonter cela. En 2021, il fallait restaurer la confiance dans le processus et s'assurer qu'on pourrait se retrouver en présentiel après la pandémie. Ça a été fait, nous avons bien bossé en 2021, nous sommes arrivés à la COP 26 de Glasgow. Et cette année était une année qu'on pensait être tranquille, une année où on pourrait facilement accrocher nos crampons et aller nous reposer. Mais c'était une année qui a été caractérisée par la crise russo-ukrainienne, avec beaucoup d'États qui, à cause des problèmes de sécurité énergétique, se sont mis à recourir à des vieilles sources de production, vieilles sources de consommation, ce qui a effectivement créé une plus grande hausse des émissions de gaz à effet de serre. Et ça a un peu miné la confiance des uns et des autres dans leur action et dans la détermination collective d'aller vers un mieux-être en termes de protection de la planète. Et donc cette année a été caractérisée par un contexte international difficile, ce qui était également reflété par un degré accru de complexité dans la négociation. Nous avons fait ce que nous pouvions et nous avons, pour finir, rendu notre rapport à la présidence égyptienne de la COP. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à passer à d'autres choses. Alors, ma petite dernière question, de par votre expérience en tant que négociateur, est-ce qu'il y aura-t-il vraiment une issue lors de ces travaux de Sharm el-Sheikh? En tout cas, j'espère que vous avez fait des réservations pour vos vols retour dimanche, parce qu'il est clair que la négociation ira en prolongation et qu'elle se terminera probablement samedi et non pas demain soir. Je vous en prie.